Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 4e soirée de la semaine du cerveau. Donc, ce sera le dernier soir des conférences. Je rappelle juste que demain, nous aurons une soirée cinéma, mais ça ne se passera pas ici, ça se passera à l'auditorium Arditi. Et donc, le film sera Blade Runner et il y aura aussi un débat ensuite après le film. Donc, ce soir, nous allons parler des nouvelles technologies qui peuvent améliorer les capacités humaines et les implications pour la société de l'utilisation de ces possibilités. Donc, nous aurons 2 conférences. C'est Daphné Bavelier qui va débuter la soirée. Daphné Bavelier est professeure à la section de biologie de l'Université de Genève. Après une formation en biologie à l'École normale supérieure de Paris, elle obtient un doctorat en Brain and Cognitive Science au MIT. Elle a ensuite mené des recherches dans divers instituts américains et dirige depuis 2011 un laboratoire à l'Université de Genève. Son domaine d'expertise, c'est l'apprentissage chez l'homme. En particulier, elle étudie comment le cerveau s'adapte à l'évolution, soit par nature, par exemple à la surdité, soit par l'entraînement, par exemple suite au fait de jouer à des jeux vidéo. Son laboratoire étudie, entre autres, comment les nouveaux médias, tels que les jeux vidéo, peuvent être un levier pour favoriser l'apprentissage et la plasticité du cerveau. Elle est aussi cofondatrice et fait partie des scientifiques qui conseillent Aquili Interactive, une compagnie qui développe des jeux vidéo thérapeutiques. Et donc ce soir, elle va nous montrer quelles sont les compétences cognitives qui peuvent être améliorées par les nouvelles technologies et quels en sont les mécanismes. Nous verrons aussi les implications de ces progrès sur la qualité de vie de l'individu et de la communauté. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci Mona, bienvenue à tous. Je suis ravie de partager cette soirée avec vous. Je vais parler peut-être de quelque chose d'un tout petit peu différent que ce que Mona vient d'annoncer. Donc je vais vous parler de jeux vidéo, mais je vais vous parler de réflexions qu'on a eues lors de plusieurs meetings au sein du World Economic Forum sur l'augmentation humaine, et notamment des défis que ça pose à la société. Et donc, la première chose sans doute à faire, c'est de se mettre plus ou moins d'accord sur une définition. Et l'augmentation humaine, c'est souvent vu comme une altération ou une modification du corps humain, soit à des fins d'augmenter les capacités physiques, soit à des fins d'augmenter les capacités mentales. Et dans cette définition, on inclut des moyens totalement naturels, comme par exemple les plantes, des moyens synthétiques comme les drogues synthétiques, ou des technologies en dur, comme par exemple des électrodes qu'on peut implanter dans le cerveau. Donc, d'une certaine manière, si vous prenez cette définition, l'augmentation humaine, elle est déjà relativement omniprésente. Si on se balade à Genève dans la rue, on va croiser des gens qui ont un stimulateur cardiaque, d'autres qui ont des membres, des prothèses de la hanche, etc., donc des membres bioniques, ou encore d'autres avec des implants cochléaires ou des aides auditives. Certains d'entre vous sont sans doute déjà des humains augmentés. Alors, vous allez me dire, non, Daphné, là, erreur. Il faut vraiment faire une distinction entre l'augmentation humaine et puis la thérapie. La médecine, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est vrai que la médecine a pour but de restaurer une fonction défaillante, donc de nous remettre sur selle et de nous donner nos capacités perdues et de revenir un peu à la normale. Et donc, par exemple, les stimulateurs cardiaques sont un bon exemple de gens qui, grâce à ces stimulateurs cardiaques, ont une vie beaucoup plus normale et même une espérance de vie plus longue. Alors, c'est intéressant le cas de la stimulation cardiaque parce que c'est vraiment une technologie où on utilise du courant électrique pour stimuler un muscle. En 2022, c'est une thérapie. En 1818, c'est pas vraiment de l'augmentation humaine, c'est même de la science-fiction. Et je vous parle de 1818 parce que certains d'entre vous vont sans doute voir le lien que je veux faire. Stimuler un muscle avec de l'électricité, en 1818, on est dans le balbutiement de comprendre qu'est-ce que c'est que le phénomène électrique. Il y a le galvanisme et il y a des discussions autour du fait qu'on peut réveiller les morts. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on peut stimuler la paupière et la paupière d'un mort s'ouvre, on peut stimuler le muscle et la main se contracte. Et la jeune Marie Shelley, qui entend
ces expériences, va générer dans son imaginaire ce scientifique fou de famille genevoise, Frankenstein, qui veut créer la vie. Donc en 1818, un stimulateur cardiaque, ce n'est même pas une augmentation humaine, on est en pleine science-fiction. Et de nos jours, c'est une thérapie. C'est d'autant plus compliqué avec la médecine qu'on demande de nos jours à la médecine pas juste de réparer une fonction, mais on lui demande en fait de prévenir même des maladies familiales connues. Donc de nos jours, on a une très bonne compréhension du génome, on a des oligonucléotides antisens pour agir sur ce génome et faire en sorte qu'on puisse en fait éviter la génération de molécules qui sont dévastatrices pour la santé, comme dans la maladie d'Huntington ou d'autres, sur lesquelles il y a beaucoup de recherches. Et donc, c'est un mandat de la médecine d'agir même avant que la maladie soit vue. Et en 2022, on a aussi des exigences encore plus fortes. C'est-à-dire qu'on demande à la médecine de prévenir même quand une maladie n'est pas connue. Et c'est le cas en général, en particulier de nos sociétés, où on vit de plus en plus vieux, et il y a vraiment un mandat qui a été donné à la médecine de lutter contre le vieillissement, et notamment pour retarder les symptômes de la démence. Donc le G8, en 2013, a fait pour mission de retarder les symptômes de la démence en 2025. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, on pourra en discuter. Mais quand on pense à ça, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans réparer quelque chose qui est défaillant. On est en train de changer le cours biologique naturel. Et on tombe assez vite après ça dans des manipulations qui pourraient aller au-delà de la normale ou bien au-delà de la normale. Le transhumanisme, pour certains d'entre nous, est dérangeant. Mais finalement, eux, ils vont juste un pas plus loin, qui est de dire on va lutter pas contre le vieillissement, on va anéantir le vieillissement et on va anéantir, même si on le peut, le phénomène de la mort. Donc ça, c'est bien pour poser le fait qu'en fait, entre augmentation humaine et thérapie, il y a vraiment une distinction qui n'est pas du tout facile à faire et qui est même assez glissante. Ceci dit, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont un certain malaise vis-à-vis du transhumanisme, alors que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise sur finalement prendre un médicament pour lutter contre l'apparition de la démence. Et on a fait une étude donc, au sein de cette réflexion qui a été menée par Deborah Whitman, où on a posé justement cette question de l'acceptabilité des technologies par rapport à leur utilisation. C'était fait sur des adultes américains entre 18 et 75 ans. Et vous voyez ici que votre sentiment un peu intuitif est assez bien reflété par ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que est-ce que c'est acceptable d'intervenir via ces technologies pour faire de la réparation, pour faire de la médecine? Oui, 95%. Est-ce que c'est acceptable pour faire une augmentation bien au-delà de la normale et, par exemple, anéantir le vieillissement humain? Ça commence à être moins acceptable, entre 30 et 35%. Là, je vous montre, en fait, les données en tout, mais là, je vous montre les données juste pour les aspects mentaux, et notamment la cognition et la manière exacte dont on a posé les questions. Alors, je suis désolée, avant, on allait de gauche à droite, maintenant, on va de haut en bas. Mais si on regarde, il y a à peu près 95% des personnes interrogées qui pensent que, oui, c'est parfaitement acceptable de réparer la cognition à des fins de lutter contre la démence. Et on passe à peu près 34% pour augmenter les capacités cognitives, augmenter l'intelligence, bien au-delà de ce qu'on est capable de faire maintenant. Donc c'est quelque chose qui... Votre malaise est reflété un peu dans ce diagramme. Nous, on a été surpris qu'il y ait autant d'acceptation, d'une certaine manière, d'aller bien au-delà de la normale. Et donc c'est quelque chose qui nous a interrogés. Un autre point de ce questionnaire, c'est que on a pu regarder quelles étaient les différences interindividuelles. Et il se trouve que les gens, en fonction de leur âge, répondent à peu près de la même manière. Entre 18 et 75 ans, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport au niveau socio-économique. Il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes dénominations religieuses, avec juste un peu plus d'acceptation des gens qui sont athées des augmentations humaines. Mais l'énorme différence, c'est entre les hommes et les femmes.
Alors, si on pose la question, est-ce que c'est acceptable d'augmenter la vision au-delà de la normale, 72% des hommes disent oui, 55% des femmes disent oui. Et cette différence, en fait, on va voir qu'on la retrouve dans les craintes exprimées. Donc, quelles sont les craintes d'aller au-delà de la normale? Il y a deux craintes qui sont exprimées, et elles sont bien connues des gens qui font de l'éthique de l'augmentation humaine. La première crainte, c'est de modifier la personne qu'on est. C'est-à-dire qu'on va perdre le contrôle de nous-mêmes. Il va y avoir la partie de l'humain et puis la partie de la machine qui luttent l'un contre l'autre. Il va y avoir cette espèce de dissonance cognitive où, d'une certaine manière, on va plus savoir qui on est. La deuxième crainte, c'est de par l'introduction de ces technologies, de créer des nouvelles inégalités dans la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les femmes notent, réfléchissent et qui les limitent, beaucoup plus que nos collègues hommes. Donc, ces deux craintes sont relativement bien répertoriées, et on pourra en parler après. J'aimerais revenir sur, sans doute, le point le plus difficile dans cette diapo, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la normale. On l'a vu, en 2022, un stimulateur cardiaque, c'est-à-dire faire passer de l'électricité dans un muscle pour le contracter, c'est de la thérapie. 200 ans avant, c'était de la science-fiction. Donc, qu'est-ce que la normale maintenant, en 2022? D'une certaine manière, en 2022, on a déjà des hommes qui sont à la fois un peu humains, à la fois un peu machines, des cyborgs. Et j'aimerais vous présenter Niels, qui est un cyborg. Je vais le laisser parler pour lui-même pendant quelques minutes pour que vous puissiez voir ce qu'il fait. Well, I was born with a rare visual condition called achromatopsia, which is total color blindness. So I've never seen color, and I don't know what color looks like, because I come from a grayscale world. To me, the sky is always gray, flowers are always gray, and television is still in black and white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. In 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with Peter Queixe from Slovenia and Matías Lizana from Barcelona, is this electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So, for example, if I have like, this is the sound of purple. For example, this is the sound of grass. This is red, like that. This is the sound of a dirty sock, which is like yellow, this one. So I've been hearing color all the time for 8 years, since 2004, so I find it completely normal now to hear color all the time. At start, though, I had to memorize the names you give for each color, so I had to memorize the notes, but after some time, all this information became a perception. I didn't have to think about the notes, and after some time, this perception became a feeling. I started to have favorite colors, and I started to dream in color. So when I started to dream in color is when I felt that the software and my brain had united, because in my dreams, it was my brain creating electronic sounds. It wasn't the software. So that's when I started to feel like a cyborg. It's when I started to feel that the cybernetic device was no longer a device. It had become a part of my body, an extension of my senses. And after some time, it even became a part of my official image. This is my passport from 2004. You're not allowed to appear on UK passports with electronic equipment, but I insisted to the passport office that what they were seeing was actually a new part of my body, an extension of my brain, and they finally accepted me to appear with a... Donc, qu'est-ce que nous apprend Niels? La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une expérience qui est éthiquement acceptable de faire ce genre d'augmentation humaine? Et d'une certaine manière, il y a un respect de l'individu dans ce que fait Niels.
C'est lui qui a décidé, il a eu droit à l'autodétermination, il a pris, c'est une participation volontaire, et c'est une décision parfaitement informée, puisqu'il faisait même partie de l'équipe scientifique qui a mis ça au point. Ceci dit, on peut quand même questionner si son intégrité physique et mentale est respectée. Avoir une espèce d'antenne qui dépasse derrière la tête, ce n'est pas exactement anodin, et donc ça ne respecte pas l'intégrité physique. Et son intégrité mentale n'est sûrement pas respectée. Comme vous le voyez, il en parle et il dit même que cet appareil est devenu une partie de son corps. C'est-à-dire que ça a vraiment changé le schéma corporel qu'il a de lui-même. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas respecté ça. Est-ce que ça a respecté sa dignité? C'est une question très claire pour lui, c'est oui. Et d'ailleurs, ça l'a tellement bien, il en est tellement fier qu'il veut cet appareil sur son passeport. Mais ça aurait pu être tout aussi bien une source d'exclusion et de discrimination. Se balader avec une antenne, si vous êtes un enfant de 10 ans et que vous arrivez avec une antenne à l'école, vous n'allez pas être forcément très bien accepté dans la cour de récréation. Et dans le cas de Niels, ça a aussi respecté sa réputation parce que je pense que Niels a pu communiquer grâce à son statut de cyborg avec nous tous et il a un nombre de gens qui l'ont vu, qui ont communiqué avec lui, qui est bien plus grand que s'il n'avait pas fait cette expérience. Mais donc, ce qu'on voit là, c'est que l'expérience de Niels, elle est vraiment très ancrée dans les valeurs que lui défend. Et ces valeurs, d'une certaine manière, elles ne nous gênent pas beaucoup, mais ça pose la question de savoir quelles sont vraiment les valeurs qu'on veut pour notre société. Quand on parle d'augmentation humaine, si on a pour but d'augmenter les capacités physiques ou mentales, un des gros problèmes de ce but-là, c'est que ça laisse la porte entièrement ouverte à ce qu'on appelle en anglais « positional goods » ou des biens de prestige. C'est-à-dire qu'on veut cette augmentation humaine, elle n'a de la valeur que par rapport au fait que si je l'ai, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne l'a pas et je vais être meilleur. C'est un peu ce qui se passe dans la compétition sportive. Le dopage, c'est que je veux cette augmentation de manière à pouvoir gagner. Mais gagner, c'est que par rapport à quelqu'un d'autre. Pour gagner, il faut qu'il y ait un perdant. Sinon, ça ne serait pas très intéressant. C'est aussi une porte ouverte, par exemple, dans le cas des collectivités, sur tout ce qui est augmentation humaine à des fins militaires, donc des compétitions entre les communautés, s'il faut qu'il y ait une communauté qui gagne versus l'autre, celle qui aura des soldats qui ont des capacités physiques augmentées au-delà de la normale par rapport à celles qui n'ont pas, seront meilleures. Donc c'est un dispositif qu'on voit qui peut être dangereux au point de vue éthique, parce que ça laisse ouvert cette porte. Et donc il y a pas mal de réflexions sur ce domaine où il y a eu une autre proposition, il y en a d'autres, mais une autre proposition dont je vais parler, qui est de plutôt considérer que peut-être on devrait penser à des augmentations humaines comme augmenter le bien-être. Et le bien-être non seulement de l'individu, mais des collectivités. Et c'est quelque chose qui s'appelle en anglais « collective welfarism », qui a été défendu par Julian Savulescu, entre autres. Alors ça, tout d'un coup, c'est intéressant parce que moi, en tant que neuroscientifique, personne qui travaille en psychologie, on a des théories, en fait, de comment augmenter le bien-être. Et on commence à connaître un peu les bases neurales de ça. Donc, comment augmenter le bien-être? En psychologie, il y a une théorie qui, maintenant, a accumulé beaucoup de données sur les dernières 50 ans, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, et qui montre qu'en fait, la satisfaction de soi-même vient beaucoup d'agir par rapport à sa motivation intrinsèque. Et donc il y a beaucoup de données, notamment des très belles données qui montrent que si vous payez des gens pour faire quelque chose, c'est-à-dire que vous utilisez la motivation extrinsèque, et bien du coup ça érode la motivation intrinsèque et c'est une catastrophe parce que les gens ne vont plus pouvoir le faire par plaisir pour eux-mêmes, mais que pour cette motivation extrinsèque, c'est une très mauvaise idée de payer vos enfants pour avoir des bonnes notes. Surtout ne faites pas ça. Donc, il y a pas mal de données qu'on commence à avoir accumulées pour comprendre les piliers de cette motivation intrinsèque. Et il se trouve que les piliers de cette motivation intrinsèque sont 3 besoins psychologiques de base, l'autonomie, la compétence et le lien social. Vous noterez que Neil Harbinson, notre cyborg, a les 3, c'est-à-dire que ça a été une décision autonome de sa part. Il a augmenté ses compétences parce que maintenant il a une perception de la scène visuelle avec les couleurs, il l'a appris, il a vraiment travaillé dur dessus, mais il a augmenté ses compétences pour pouvoir faire ça, et ça a aussi créé du lien social. Le problème que je me pose moi en tant que neuroscientifique, c'est que oui, peut-être un jour, dans pas très longtemps, 20 ans, on arrivera à savoir comment augmenter votre sentiment d'autonomie, votre sentiment de compétence ou votre sentiment d'être bien connecté socialement. Et donc, est-ce que ça correspondra à
la réalité de votre vie ou est-ce que ça correspondra en fait à votre perception? Donc vous serez peut-être très heureux, on pourra stimuler au bon endroit pour que vous ayez le sentiment que cette décision, c'est vous qui l'aviez prise de façon autonome, mais ça laisse la porte ouverte à énormément d'abus que je pense vous pouvez commencer à sentir. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre prendre des actions de façon autonome et puis avoir le sentiment d'être autonome. Et donc cette distinction fait que même si ça paraît une bonne idée de repenser l'augmentation humaine dans un contexte d'augmentation du bien-être individuel et collectif, là, si on y pense sur des termes cognitifs, psychologiques et neuroscientifiques, on va vraiment à la base de ce qui fait qu'on se sent humain et à la base de notre satisfaction personnelle, et ça questionne énormément les abus possibles. Donc, pour finir, j'aimerais juste vous montrer ce dernier diagramme qui a à voir sur quelles sont les instances qui devraient se préoccuper à la fois et de réguler et d'encadrer les décisions en éthique. Et comme vous le verrez, les premières instances sont les experts en éthique et les professeurs et chercheurs en université. Et donc, votre cerveau va être dans de très très bonnes mains avec ma collègue Samia Hertz qui réunit ces deux conditions et pour continuer cette conférence. Merci à vous. Donc, merci à Daphné pour cette première présentation qui pose de nombreuses questions. Donc, dans la deuxième présentation, nous allons avoir, ce sera Samia Hurst qui va donner cette deuxième présentation. Samia Hurst est médecin et bioéthicienne, directrice de l'Institut Éthique, Histoire, Humanité et du département de santé et médecine communautaire à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle est membre du Sénat de l'Académie suisse des sciences médicales et de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine. Depuis 2020, elle est aussi vice-présidente de la Task Force scientifique suisse Covid-19. Et donc, dans cette deuxième intervention, Samia Hurst discutera de la question éthique posée par l'amélioration des capacités humaines. Que signifie améliorer? Quelles peuvent être les conséquences positives mais aussi négatives de la mise en place de ces outils? Et qui seront les réels bénéficiaires de ces avancées? Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, si on se lance dans des projets d'amélioration humaine sans se demander ce que veut dire mieux, on va au-devant de problèmes. La première conférence nous l'a bien illustré et je vais poursuivre sur cette lancée. Parce que faire plus, faire mieux, on traite trop souvent ces deux termes comme s'ils étaient équivalents. Et effectivement, sous cette logique, un humain augmenté, un humain qui peut faire plus, eh bien, dans cette logique, c'est aussi un humain amélioré. Examiner les enjeux éthiques des technologies qui promettent de faire ou qui, parfois, on l'a vu, font déjà ce genre de choses, ça doit commencer par questionner ces termes-là. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Est-ce que c'est vraiment la même chose que plus? Et puis plus de quoi? Mieux quoi? On voit qu'on peut déballer ça et que ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et puis aussi plus prometteur qu'on soit un jour capable de répondre à ces questions. Parce que si on prend ces technologies comme une globalité, on n'arrivera pas à en faire façon. La première, ça commence aussi avec des exemples. Et je vais vous en soumettre un pour un petit vote à main levée. Imaginez-vous que vous puissiez donner à votre enfant un médicament qu'on décrit comme plutôt sûr, mais c'est tout à fait intentionnellement un peu vague, plutôt sûr, une demi-heure avant ses cours de piano, et que la conséquence serait qu'il devienne un excellent pianiste. Est-ce que vous lui donneriez ce médicament? Ça améliorerait l'effet de ses cours de piano. Alors, qui vote oui? Qui le ferait? Ouais. Vous avez le droit de changer d'instrument de musique si vous n'aimez juste pas le piano. Okay. Qui le ferait? Qui ne le ferait pas? Ouais. Qui ne sait pas quoi faire? Qui ne sait pas la réponse? Vous avez le droit de voter 2 fois. Alors, c'est une question qui, à part l'option « je ne sais pas » que je vous ai ajoutée pour que ce soit plus facile pour vous ce soir, l'option « oui » et « non » a été posée par un auteur qui a obtenu auprès du public américain des réponses très divisées.
à peu près 50-50 en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple-là, parce que ce n'est pas quelque chose de risqué. Les cours de piano, c'est quelque chose qui en général est considéré comme plutôt positif. Et puis, par contre, c'est un enfant, donc peut-être ça fait hésiter, ce n'est pas complètement sûr. Il y a plein de facteurs dans cette question qui peuvent effectivement vous faire pencher dans un sens ou dans l'autre sens. Et le même auteur a aussi raconté une histoire complètement inventée, elle aussi, d'une famille qualifiée de performante, où l'histoire commence avec le père qui vient voir le médecin, qui ne va pas bien, il a des trous de mémoire, il est assez triste, il est en train de divorcer, le divorce est difficile, il ne va pas bien, il demande des médicaments pour l'aider à aller mieux, à mieux dormir, à moins avoir de trous de mémoire, parce qu'effectivement il se rend compte que le manque de sommeil est pour quelque chose et que son moral y est aussi pour quelque chose. Et est-ce que c'est OK ou pas de lui donner des antidépresseurs dans ces circonstances-là? Vous noterez que le récit est construit de telle façon à ce qu'il n'y ait pas vraiment de doute sur les raisons de son état mental. Il n'est pas en train de faire une dépression clinique, c'est des circonstances difficiles de son existence qui le mettent dans cet état. Et donc on n'est pas face à quelque chose qu'on qualifierait de pathologique. Mais pourtant, le traitement peut l'aider. Donc est-ce qu'on est ici dans une situation acceptable ou pas? La même famille est très diverse, il y a plein de gens. La fille est hyperactive à l'école et prend du méthylphénidate. J'ai suivi les règles de notre université de ne pas vous donner de nom de marque pour les médicaments. Le fils est un très bon coureur de demi-fond et ses parents, pour augmenter ses chances d'être admis dans un programme compétitif de bourse scolaire pour les athlètes, on est aux États-Unis, il faut payer les études, c'est très cher, donc avoir une bourse d'athlétisme, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour le jeune homme et pour sa famille, demande une prescription pour du sildenafil pour améliorer ses capacités pulmonaires. Oui, ça a aussi cet effet-là. Et puis le père aimerait changer de travail et il demande s'il peut prendre des amphétamines pour l'aider à ne pas dormir sur un long vol où il doit vite encore peaufiner ses connaissances d'arabe, parce que s'il connaît l'arabe sur place, il a de meilleures chances d'obtenir le contrat qui est compétitif. Et on voit qu'à mesure qu'on avance dans les exemples, le nombre de gens inconfortables augmente. Il y a de plus en plus de gens inconfortables à mesure que les exemples ici progressent. Mais à la fin de l'histoire, si le médecin prescrit chaque chose aux membres de la famille qui le lui demandent, tout le monde est content. Les gens sont satisfaits, ils ont ce qu'ils ont voulu avoir, ils ont, dans ce scénario, pris une décision autonome, éclairée, de prendre ou de ne pas prendre cette substance, qu'ils sont d'ailleurs venus demander de leur propre chef. Donc si on est de plus en plus inconfortable, où est exactement le problème? Pourquoi? Est-ce que c'est simplement qu'on n'est pas habitué? C'est vrai que nous sommes susceptibles à ce qu'on appelle le biais du statu quo. Lorsqu'il s'agit de changer quelque chose, eh bien, on a plus de mal à l'accepter que si on faisait la situation inverse. Si on demande aux personnes à propos d'une rivière polluée, est-ce qu'on va faire l'effort de la nettoyer? Il y a des avis divergents suivant l'intensité de l'effort. Mais si on demande aux personnes, il y a une rivière qui est propre, est-ce qu'on va la polluer? Il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord pour ne pas le faire. Donc on a un biais qui nous porte à favoriser la situation telle qu'elle est. Alors, est-ce que c'est seulement ça qui est à l'œuvre? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est un biais du statu quo, ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, la littérature sur des questions éthiques autour de l'amélioration, de la question de l'amélioration humaine, souligne plusieurs types d'enjeux qui méritent d'être abordés, d'être discutés, afin de voir où se trouvent d'éventuels problèmes et de voir si éventuellement il y aurait des solutions ou si ça doit nous freiner pour certains types d'amélioration. La première question, c'est, au fond, pour quel bien est-ce qu'on va viser ces technologies? Quand on dit améliorer, on fait mieux quoi? Et c'est là qu'on se rend compte que dans cette littérature, il y a un présupposé extrêmement prévalent, surprenamment prévalent en fait, qui ne discute pas de quel est le bien en question, mais qui, comme dans cette histoire de la famille que je viens de vous décrire, suppose que le bien, c'est un avantage compétitif sur les autres. Que le bien principal, c'est ça. Le bien, c'est la possibilité d'avoir la première place du podium. On a un récit implicite d'un monde où nous sommes en lutte les uns contre les autres et où le bien à viser, c'est de passer devant les autres. Évidemment, c'est une vision du bien extrêmement étroite. On pourrait débattre si c'est un bien ou non, ce serait une discussion intéressante, mais au minimum, on doit reconnaître que même si bien il peut y avoir là, ce n'est pas le seul bien qui existe.
Ce n'est pas quel bien au singulier, la question c'est quel bien au pluriel. On pourrait aussi vouloir améliorer nos capacités de créativité, d'avoir des nouvelles idées, sans qu'il y ait nécessairement de la compétition à la clé. On pourrait vouloir améliorer nos capacités d'introspection, de mieux pouvoir identifier ce qui se passe en notre fort intérieur. Ça aurait comme effet secondaire, qui pourrait gêner aussi certaines personnes, de nous rendre moins intuitifs, parce que l'intuition, c'est probablement rien d'autre que l'incapacité à introspecter la manière dont on arrive à une conclusion. Donc, si on est capable de voir comment on arrive à la conclusion, on n'appelle plus ça de l'intuition, donc il y a une forme de scotome lorsqu'on a une intuition. Est-ce que ça, ce ne serait pas aussi potentiellement un bien? Certes. On pourrait aussi vouloir être mieux en mesure de rester dans une empreinte écologique supportable. Ici, vous avez des images de différents pays évaluées à l'aune de l'économie du donut, que je ne vais pas vous présenter faute de temps, allez chercher sur Internet, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. On pourrait vouloir modifier nos capacités pour améliorer notre empreinte écologique. C'est un bien complètement différent. Et puis, on pourrait aussi vouloir améliorer notre capacité à s'en ficher, à être zen, à ne pas être justement stressé, à être pas indifférent, mais être plus serein. Et ce qui est intéressant quand on examine la question du bien sous l'angle pluriel, c'est que quand on demande au fond, mais c'est quel bien qu'on veut viser, la première réaction est en fait la surprise. Et c'est une surprise qui devrait nous surprendre, parce qu'en fait, on vit avec collectivement deux récits implicites, simultanés, pas entièrement cohérents autour des questions d'amélioration de l'humain. Le premier récit, c'est que c'est nous qui choisissons. C'est nous qui prenons nos décisions dans l'existence. Nous sommes des êtres libres, responsables, qui faisons nos propres choix. Mais le deuxième récit, et vous allez voir tout de suite pourquoi il n'est pas compatible, c'est que les progrès technologiques vont nécessairement servir la compétition plutôt que la coopération, vont nécessairement servir des intérêts économiques de corporations plutôt que ceux des personnes. Alors comment est-ce que ça peut être les deux vrais en même temps? Soit nous choisissons, soit ce n'est pas le cas. En fait, la vraie question, parce que forcément, les choix que nous faisons sur les priorités technologiques sont des choix. Ce sont des choix humains. La vraie question est quels sont les humains qui font ces choix et comment devraient-ils être faits? Et on voit très vite qu'on arrive dans une situation où même la première question nous conduit en fait assez loin. Et ça, c'est uniquement une question de quel bien voulons-nous viser. Ensuite, il y a d'autres enjeux qui sont illustrés dans cette littérature et dont certains ont déjà été évoqués par la conférencière précédente. La première, c'est les phénomènes que les anglo-saxons appellent les phénomènes de la Reine Rouge. C'est une image qui vient de l'œuvre littéraire Alice au-delà du miroir, Alice rencontre dans cette histoire évidemment fictive, à un moment donné, un personnage qui est la Reine Rouge sur un jeu d'échecs. Et à un moment donné, alors qu'elles sont en train de discuter à bâton rompu, la Reine Rouge se met à courir extrêmement vite. Et Alice se met aussi à courir extrêmement vite sans très bien comprendre pourquoi. Elle court de plus en plus vite l'une et l'autre. Et finalement, brutalement, elle s'arrête exténuée. Et Alice se rend compte qu'elles n'ont absolument pas bougé d'un millimètre de là où elles étaient au départ. Et elle demande à la Reine Rouge, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas bougé alors qu'on a tant couru? Et la Reine Rouge lui répond, mais tu sais, c'est comme ça, parfois il faut courir très vite juste pour rester au même endroit. Et ça, c'est une image des phénomènes de compétition. Si on vise un bien qui est un bien compétitif et que le but de plusieurs personnes, ou voire d'un grand nombre de personnes, est d'avoir un avantage dans cette compétition, le simple fait qu'une personne fasse ce pas supplémentaire qui lui donne un avantage va plus ou moins contraindre les autres à faire de même, parce qu'autrement, elles vont nécessairement perdre la compétition. Et le résultat final, c'est que tout le monde va avoir fait ce pas pour se retrouver au point de départ, c'est-à-dire avec une compétition qui est à peu près semblable à celle qui était là au départ, sauf que cette fois-ci, tout le monde maintenant doit aussi utiliser ce système. C'est un des arguments contre le dopage sportif, ce n'est pas le seul, mais si on autorise le dopage sportif, tout le monde se dope, alors que peut-être tout le monde aurait préféré ne pas devoir avoir les effets secondaires du dopage. Ils n'ont aucun avantage compétitif non plus à la fin, et tout le monde se trouve moins bien, alors que chacun, individuellement, si c'était légal, aurait fait un choix individuel de se doper. Et c'est le problème lors des biens compétitifs. On n'a pas d'avantage, on peut avoir que les inconvénients d'une démarche d'amélioration. Ensuite, il y a la question de que se passe-t-il, un petit peu comme dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, que se passe-t-il si c'est des parents qui décident pour leurs enfants?
Est-ce que ça veut dire qu'on va exclure d'autres choix que les enfants auraient pu vouloir faire plus tard? Alors, ce n'est pas quelque chose de complètement spécifique aux technologies d'amélioration, parce que les parents font beaucoup de choix pour leurs enfants qui, parfois, effectivement, ont pour résultat de clore d'autres choix qu'ils auraient pu faire plus tard. À commencer par la langue qu'on leur parle quand ils sont enfants. Hein. On n'a pas un choix total, individuel, de quelle langue va être notre langue maternelle. C'est comme ça. Les parents prennent ces décisions pour nous. Mais par contre, quel est le paysage, quel est l'éventail de choix que des parents devraient avoir le droit de faire pour leurs enfants? Ça ajoute une coloration différente lorsqu'il s'agit de technologies parfois expérimentales et surtout de technologies qui vont modifier les capacités des enfants au-delà de ce qui serait habituel. Ça, c'est un autre enjeu. Et puis, ça touche aussi à un enjeu qui a été évoqué déjà tout à l'heure, qui est « est-ce que je reste vraiment moi ?» Et alors là, on a des témoignages dans des situations qui ne sont pas des situations d'amélioration ou d'augmentation humaine, mais des situations où on va toucher à l'esprit. Et des personnes qui prennent des médicaments psychotropes ont des expériences extrêmement diverses sur cette question-là. Et c'est intéressant que ça ait été étudié. On demande, mais est-ce qu'avec un médicament qui touche à votre fonctionnement mental, est-ce que vous vous sentez plus vous ou moins vous? Et en fait, les gens ne donnent pas tous la même réponse. L'expérience est variable. Il y a des gens qui se sentent enfin eux-mêmes sous l'effet du médicament et d'autres qui se sentent tout à coup étrangers à eux-mêmes. Évidemment, ça a un impact sur la compliance médicamenteuse. Quelqu'un qui se sent plus lui-même sous un médicament aura tendance à ne plus continuer de le prendre, alors que quelqu'un qui sent que « ah, enfin, je suis moi » aura tendance à le prendre avec beaucoup de fidélité. Et puis, il y a un autre enjeu qui est le fait qu'un des super-pouvoirs de l'humanité, si on veut, c'est la coopération. Ici, il y a beaucoup d'illustrations qu'on aurait pu donner. Vous connaissez ces images de pyramides humaines catalanes. On peut faire beaucoup de choses ensemble, mais pour faire les choses ensemble, on doit se mettre en lien les uns avec les autres. Et suivant la nature de l'augmentation ou de l'amélioration que vous faites, ça peut aussi avoir un effet positif ou négatif sur votre capacité d'entrer en lien avec les autres. Si vous aviez un moyen d'améliorer votre capacité d'empathie, de compréhension du positionnement de quelqu'un d'autre, de ce qu'il ou elle a compris et de son état émotionnel, peut-être ça améliorerait vos capacités de coopérer avec d'autres personnes. Par contre, si vous améliorez certains aspects de votre intelligence au point où ça devient difficile de communiquer avec des personnes qui sont peut-être un tout petit peu moins vos semblables qu'avant, là, ça aura un effet délétère. Et donc, il y a des effets sur les liens interpersonnels dans des situations d'augmentation ou d'amélioration humaine. Et effectivement, les enjeux d'égalité et d'inégalité font partie des soucis dans cette littérature. Vous connaissez tous d'innombrables variantes de cette image que je vous montre ici. Et lorsque on a une situation où les inégalités croissent, c'est non seulement un problème au niveau individuel, mais c'est aussi un problème au niveau collectif, parce qu'il y a toute une série de problèmes qui augmentent lorsque les inégalités augmentent. La crainte, évidemment, de l'amélioration qui serait accessible à certains seulement, c'est que plutôt que de faire l'une ou l'autre des actions qui sont sur cette image, on fasse ce qui est décrit comme réalité ici à gauche, par une image évidemment activiste dans cet exemple, mais qu'on creuse les inégalités à la place de les améliorer. Et puis, il y a un dernier aspect qui est que dans certains cas, mais dans certains cas seulement, le résultat d'une action nous importe, mais aussi la manière dont on y arrive. Si on prend l'exemple d'un jeu d'échecs ou l'exemple d'une compétition sportive, ce n'est pas uniquement qu'on aime voir des gens courir vite, on accorde de la valeur à la façon dont ils sont devenus capables de le faire. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles le dopage sportif est interdit. En revanche, il y a d'autres exemples dans lesquels, en fait, on n'a pas de souci sur la manière dont une œuvre a été obtenue, en tout cas pas un souci de la même nature. Ici, je vous montre une œuvre d'art que j'ai choisie exprès pour que ce ne soit pas un enjeu si controversé que ça, mais c'est un artiste qui s'appelle Brian Paulette, qui a pris une vingtaine de substances psychotropes, dont une grande quantité sont des drogues illicites, et qui a à chaque fois peint une sorte d'autoportrait qui est censé représenter l'effet de la substance sur lui. Et j'ai pris ici l'exemple de l'alcool. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins acceptés socialement dans la série. Mais en fait, ici, on ne va pas lui reprocher de s'être dopé pour créer une œuvre artistique.
On ne va pas considérer qu'il a triché, au contraire, on va considérer que ça augmente l'authenticité de cette œuvre puisqu'il est censé avoir représenté une impression qui est due à la substance qu'il a ingérée en l'état. Si en revanche, certaines des substances qu'il avait prises avaient été ingérées par les athlètes de la droite de l'image ou par un grand maître des échecs avant un jeu, eh bien on aurait un problème parce que ça nous importe pas seulement de voir le résultat, mais le chemin pour y parvenir nous importe aussi, on accorde de la valeur au type d'effort et pas seulement au type de résultat, ce qui n'est pas le cas dans les œuvres artistiques. Finalement, les questions sont quelles priorités voulons-nous avoir et quels risques sont acceptables? Et on voit à quel point la question est passionnante quand on la voit sous cet angle. Et c'est extrêmement important de déballer ces questions, car si nous ne parvenons pas à les déballer, les réponses risquent de nous venir imposer par des personnes qui les auront peut-être même pas examinées, elles non plus. Je vous remercie de votre attention. Merci à Samia pour la deuxième intervention. Donc maintenant, on va aller prendre une série de questions. On a des personnes avec des micros, donc attendez qu'elles viennent vers vous. Alors, question? Oui, madame là-haut. Partant du principe qu'un organisme normalement constitué rejette systématiquement toute ingérence non naturelle, à qui appartient l'être humain entre guillemets, augmenté, qui n'est plus un être humain, mais un organisme génétiquement modifié et de ce fait, à mes yeux, diminué. Deuxième question, quid de l'obsolescence programmée? Excellente question. Je peux y aller? Oui. Ouais. Comment marche? Est-ce que vous m'entendez? OK. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Tout d'abord, ce n'est pas vrai qu'un organisme normalement constitué rejette tout ce qui n'est pas naturel, à moins qu'on définisse comme non naturel tout ce qu'on rejette et que ce soit par définition. Nous sommes ici dans un lieu clos, chauffé en hiver, illuminé par de la lumière artificielle. Tout ça n'est pas naturel dans le sens où le contraire de naturel serait artificiel. Mais évidemment, ce n'est pas le sens dans lequel vous êtes servi de naturel. Il y a différentes manières de comprendre le naturel et c'est utile de le prendre par le contraire. Si le contraire de naturel, c'est artificiel, bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses artificielles qu'on a envie de garder, nos organismes ne les rejettent pas et ce n'est pas un problème à la base. Si le contraire de naturel, c'est surnaturel, c'est-à-dire tout ce qui n'obéit pas aux lois de la physique du tout, eh bien, on n'a pas tellement besoin de se poser la question parce que ce n'est pas des technologies qui vont voir le jour et nous questionner sur est-ce qu'on veut les utiliser ou pas. La manière dont je pense que vous êtes servi du sens de naturel, c'est là où le contraire est contre nature. Le contraire, en fait, c'est immoral. Et ça, c'est se servir du sens de naturel pour dire ce qui devrait être le cas. Et malheureusement, on voit très bien que nos organismes ne rejettent pas tout ce qui ne devrait pas être le cas. Nos organismes ne rejettent pas spontanément les maladies mortelles à l'âge de 8 ans, nos organismes ne rejettent pas spontanément les injustices dont nous pouvons faire l'objet. Malheureusement, hein, c'est à nous de le faire et de faire des efforts dans ce sens, qui d'ailleurs parfois sont des efforts artificiels. Donc lorsqu'on a utilisé une technologie ou qu'on se demande si on veut utiliser une technologie, la question est-elle bonne ou mauvaise dans cet usage-là ? Et il nous revient à nous de nous donner les moyens de ne pas l'utiliser si on estime qu'elle est mauvaise. On ne peut pas compter sur notre organisme pour la récuser automatiquement juste pour cette raison. Et à la question à qui appartient une personne qui aurait accepté de telles technologies, eh bien, à elle-même, comme tout le monde. C'est la même chose que le cyborg qu'on vous a montré tout à l'heure. Il s'appartient à lui-même, à qui d'autre pourrait-il appartenir ? Il y avait une deuxième question sur l'obsolescence programmée. Oui, l'obsolescence programmée, c'est un vrai problème. Si on accepte des technologies dans notre corps dont notre corps commence à dépendre, on a intérêt à faire quelque chose contre l'obsolescence programmée avant. Mais ça, c'est un intérêt qu'on a de toute manière, hein, technologie de l'augmentation humaine ou pas, pour d'autres raisons. Très bien. Question ici, oui. Oui. Merci.
Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation ce soir. J'aurais deux questions, une pour Madame Bavillier et puis une deuxième pour Madame Hurst. La première, vous parliez de la théorie de l'autodétermination de Deci and Ryan à propos de l'autonomie, la compétence et le lien social. De par mes connaissances, ces compétences peuvent être améliorées par des exercices, par quelque chose de purement cognitif. Et vous parliez d'une possibilité de berner quelque part ces personnes, donc de berner leur sentiment de compétence en leur faisant croire qu'ils sont plus compétents ou plus autonomes. Est-ce que vous pensiez là à des techniques cognitives ou alors justement à une augmentation à partir de technologies ou autres? Et ma deuxième question pour Madame Hurst, c'est, vous parlez des personnes qui ne les auront peut-être même pas examinées, ces questions. Est-ce que vous pensiez à des personnes en particulier? Merci. Nos politiques. Je vais me permettre de répondre pour la première question. C'est une très bonne question. Donc, dans notre laboratoire, on étudie comment on peut faire de l'augmentation humaine de façon par l'apprentissage et par l'augmentation de ses propres compétences via vraiment un processus où on se met face à une expérience et puis on apprend. Mais là, ça c'est des mécanismes qu'on commence à connaître et l'apprentissage, c'est aussi dépendant de la satisfaction qu'on peut avoir de cet apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend mieux s'il y a des récompenses, et parfois c'est des récompenses externes, parfois c'est des récompenses internes. Et on va commencer très vite à toucher aux mécanismes qui a à voir avec justement ces récompenses et cette motivation et les sources de motivation. Et donc, en tant que neuroscientifique, je sais aussi qu'on connaît très bien maintenant le système dopaminergique qui est relié en fait à tout ce qui est récompense externe et vouloir et être motivé. Il y a vraiment une motivation interne à atteindre cette récompense externe. C'est ce qui se passe lors de l'addiction, qui est ce système va en override. On sait aussi qu'il y a un autre système, le système du plaisir hédonique, qui est différent de celui-là. Le système de la motivation intrinsèque, on ne le connaît pas très bien. Il y a des hypothèses que c'est plutôt sérotoninergique. Donc, en fait, on balbutie un peu, mais on est au début de ces études. Une fois qu'on connaît exactement les mécanismes neuronaux, ce n'est pas très difficile pour nous de descendre des électrodes et d'aller faire des micro-stimulations et de changer ces mécanismes de façon très subtile, où, un peu comme Niels, à partir du moment où vous avez accepté, à partir du moment où c'est généré dans votre cerveau à la source des cellules qui sont qui donnent lieu au percept, en fait, vous n'êtes pas vraiment. Il n'y a plus cette espèce de dissonance cognitive. Ça vous appartient, mais ça vous appartient tout en ne vous appartenant pas, parce que je peux tout à fait. Ça existe de nos jours. Les patients de Parkinson ont des implants dans des structures profondes. Ces implants, on règle plus ou moins le degré de stimulation, la force de stimulation, pour que le patient se sente bien. Ce n'est pas le patient qui règle, c'est d'ailleurs le docteur. Donc, il y a déjà des moyens de contrôler. Le patient dit, là, ça me donne des effets sur mes émotions que j'aime pas, on descend, donc on voit déjà. Mais c'est un échange où, s'il le voulait, le docteur a un contrôle total par rapport à ce qui se passe. Et comme le disait très bien Samia, après ça va être de voir si le patient dit « Ah oui, ça me correspond à moi », ou « Ah non, ça ne me correspond pas à moi ». Et en fait, ça, on ne sait pas encore d'où ça vient. Ça, c'est vraiment une des énigmes des neurosciences que je pense que je ne verrai pas de mon vivant, c'est de comprendre oui, ça correspond à moi ou non, ça ne correspond pas à moi. Ce serait passionnant d'avoir la réponse par contre, ça, effectivement. Alors, vous avez très bien fait de me pousser un petit peu plus loin sur la dernière dia, parce qu'effectivement, ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de planification centrale pour ce genre de choses. Comment est-ce que ça marche, les avancées technologiques? Eh bien, c'est l'affaire de gens qui ont des idées, qui cherchent de l'argent pour les développer, d'abord pour faire des recherches dessus, est-ce que ça va marcher ou non? Et puis ensuite, il y a toutes sortes de niveaux où il y a besoin de financement qu'ils vont aller chercher dans différents lieux. Et puis, donc, ça va être une question d'inventeur, de quelles sont les inventions que les gens ont envie de faire, quels sont les investissements que les gens ont envie de faire dans des inventions potentielles. C'est aussi une question de régulateurs, mais les régulateurs, ils peuvent surtout dire non, ou s'ils disent oui, encadrer l'existant, ils ne peuvent pas tellement générer des choses qui ne sont pas en train d'émerger. Donc c'est très différent dans ce cas-là. Et donc, c'est une question, dans les deux cas, qu'est-ce que je vais inventer, dans quel genre d'invention je veux investir. Les gens vont souvent se baser sur ce qu'ils s'imaginent que les gens vont vouloir.
Et ça donne énormément de pouvoir à ces récits implicites. Ce qu'on s'imagine que les gens vont vouloir est extrêmement puissant. Or, ce qu'on sait aussi, c'est que notre imagination, elle est très limitée. On n'a pas tendance à s'imaginer tout ce qui peut exister dans les faits. D'abord, on a tendance à généraliser notre propre expérience, puis ensuite, on a tendance à croire les récits implicites qu'on nous raconte sur les autres. Et si notre idée, c'est que les gens vont principalement vouloir gagner dans des compétitions, eh bien, on va surtout générer, face à un récit de ce type-là, des outils pour les aider à gagner dans des compétitions sans nécessairement chercher plus loin. Donc finalement, c'est comme si on avait des limitations mentales, en fait, qui ne sont pas insurmontables, mais qui sont très fortement à l'œuvre dans ces choix qui sont même plus finalement des choix de tel ou tel individu, mais des choix collectifs un tout petit peu entravés par le fait qu'on est tous sous l'emprise des mêmes récits et que ces récits ne reflètent pas la totalité de la réalité. Une question là-haut, oui. Oui, bonjour. Donc, je me posais la question de la relation entre l'humain augmenté et puis des valeurs ancestrales de type religieuse. Est-ce que ça ne peut pas entrer en conflit? Sachant aussi qu'il y a des recherches assez actuelles qui s'intéressent à la vie après la mort avec les expériences de mort imminente et qui disent, bon, ben, il n'y a pas... c'est pas forcément tout qui est dans le cerveau, donc je vois un peu cette dialectique. Quelle est votre position? Est-ce qu'il peut y avoir un accord ou à terme ça risque de capoter en conflit? Se tourne tous vers Daphné. Oui, alors je suis neuroscientifique, biologiste d'entraînement, c'est-à-dire que je crois à l'expérience mentale très fort, donc la satisfaction, mais pour moi, c'est tout dans les quelques grammes que vous avez entre les deux oreilles. Et donc, le jour où vous disparaîtrez, je n'ai en effet du mal à vous dire qu'il y aura une âme ou qu'il y aura un esprit qui va rester. Je me trompe peut-être, mais si je regarde en tant que scientifique toutes les preuves et les données qu'on a, ça pousse à mettre le cerveau au cœur de notre expérience mentale et d'identité humaine. Oui. Bien. Si je peux me permettre de faire un commentaire, c'est de la science-fiction évidemment, mais si un jour c'était possible, par stimulation mentale, d'induire une absence de perception du temps et d'induire ça au moment où les gens sont en train de mourir, il y aurait probablement des gens qui seraient intéressés par ça. Et peut-être c'est une partie de réponse à votre question. Ok, une question là-haut. Oui. Bonjour mesdames, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. J'aurais énormément de questions, donc je ne vais pas saouler l'auditoire. Est-ce que vous avez une adresse sur laquelle on peut vous contacter? Je pense qu'on est toutes les deux assez faciles à trouver en termes de coordonnées en ligne. Je crois que si vous allez sur le site de l'Université de Genève, vous trouvez une adresse email, si jamais. Avec plaisir. Alors, il y a des questions aussi en bas, s'il vous plaît. Alors, là-haut, je prends là-haut, puis si jamais en bas, il y a des questions aussi. Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces explications. J'aimerais savoir comment vous vous situez dans vos recherches entre l'éthique et le processus de la morale. Alors, dans la littérature, il y a énormément de définitions de la morale et de l'éthique. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à voir où était la personne qui parlait. Ça me dérange beaucoup parce que, voilà, merci beaucoup. Voilà. J'aime bien m'adresser à la personne. Il y a beaucoup de définitions de ce que c'est que l'éthique et de ce que c'est que la morale et beaucoup de définitions de la distinction entre elles. Et vous allez voir, si ça vous intéresse, que les auteurs n'utilisent pas toujours leur propre distinction de manière entièrement cohérente non plus. Donc finalement, pour ne pas tomber simplement dans un jeu de sémantique, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans ce qu'on a tendance à appeler soit éthique ou morale, il y a effectivement différentes choses. En fait, un des problèmes vient du fait qu'il y a plus que deux choses et que c'est des choses différentes. Alors, parmi ces différentes choses qui peuvent être étiquetées d'une manière ou de l'autre, il y a des règles, des normes que nous reconnaissons dans notre vie quotidienne, des règles que nous suivons dans notre vie quotidienne, qui sont factuellement celles-là, en bien ou en mal, on peut les discuter, on peut les trouver bonnes ou mauvaises, mais ce sont celles-là. Certaines personnes appellent ça morale, mais ce n'est pas obligatoire, hein. On peut après tout mettre les étiquettes qu'on veut tant qu'on sait de quoi on parle. Il y a également la réflexion sur ces valeurs.
La réflexion sur est-ce que ces règles sont bel et bien des bonnes règles ou des mauvaises règles. Il y a des règles qui sont collectivement portées et des règles qui sont le reflet de la conscience individuelle. Et il y a des réflexions sur quelles sont les justifications qui sont légitimes ou non de règles et des raisons pour lesquelles elles sont bonnes ou mauvaises. Donc il y a toutes sortes de niveaux différents et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles vous allez voir différentes distinctions qui sont faites. En fait, tous ces domaines sont très intéressants et ils ne sont pas les mêmes. Très bien. Monsieur, oui. Oui, merci. C'est ouvert. J'aimerais revenir sur la première conférence dont un point m'a spécifiquement interpellé. Ce sont les résultats de cette enquête sur l'acceptabilité ou non de l'idée d'être augmenté selon différentes variables. Vous avez, si j'ai bien retenu votre exposé, vous avez exposé qu'au fond, l'enquête montrait qu'il y avait très peu de différences classiques que ferait un sociologue, par exemple, selon le niveau de diplôme, selon la trajectoire biographique, selon l'idée qu'un homme qui approche de 75 ans n'a pas la même trajectoire biographique qu'une jeune fille qui approche de 20 ans et que donc probablement leur réponse à cette question pourrait être différente. Et au fond, la seule variable qui faisait bouger la chose, c'était le sexe, qu'on appelle aujourd'hui le genre, avec les femmes qui semblaient plus réticentes que les hommes. Alors j'aimerais savoir si à la suite de cette enquête, des sociologues se sont emparés de ces résultats pour approfondir la question, parce que les résultats me paraissent parfaitement contre-intuitifs, vu mon expérience personnelle de sociologue. Alors, je serais ravie de travailler avec vous parce que non, il n'y a pas eu de suivi. C'est aussi un résultat qui nous interroge. C'est un résultat très fort. Dans les autres catégories, si vous cherchez, si on avait augmenté notre nombre de participants, on aurait peut-être commencé à avoir des tailles d'effet qui sont petites, mais qui sont là. Là, c'est une taille d'effet qui est extrêmement robuste. Et quand on demande pourquoi et qu'on débrief, c'est vraiment cet attachement des femmes à respecter la collectivité et à essayer d'éviter les inégalités, l'inéquité dans les collectivités. Et donc vraiment un souci très très fort d'utilisation de ces augmentations humaines qui vont coûter de l'argent. Comme le disait Samia, c'est très défini par qu'est-ce que les gens veulent. Donc, est-ce que les gens vont être prêts à payer pour, et donc, du coup, il y a un cadre économique aussi dans lequel se fait ces inventions, mais ce cadre économique met des contraintes, c'est-à-dire que souvent, on ne peut pas distribuer les augmentations à tout le monde, même si tout le monde voulait, ça c'est une autre question, mais on ne pourrait pas le distribuer à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très fort de cette étude, et je serais ravie de parler avec vous après. Très bien. Question ici, oui, et après là-haut, oui. Bonjour. Alors, c'est un peu abstrait comme question, mais on parle souvent de transhumanisme. Enfin, quand on parle de transhumanisme, on parle souvent de post-humanisme. Et je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que c'était le post-humain et à partir de quel moment on devenait post-humain, en fait? Alors, de nouveau, c'est une question de nomenclature. Le terme est fréquemment utilisé pour signaler que quelque chose de fondamental aurait changé dans l'identité des personnes ainsi désignées et que donc ce serait comme une sorte de nouvelle espèce qui serait générée, alors peut-être pas au sens biologique du terme, mais au sens de l'identité qui serait plus la même. Ça fait aussi partie des soucis, c'est-à-dire que lorsque l'on imagine qu'on devienne tellement différents des autres qu'on n'arrive plus vraiment à communiquer avec eux, ça peut aussi être un inconvénient. Et c'est la raison pour laquelle, comme souvent lorsqu'il s'agit de technologies un peu de l'ordre de la science-fiction, lorsqu'on demande aux gens quels sont vos espoirs et quelles sont vos craintes, l'image qui ressort, c'est comme si on avait tout à coup, on était des enfants qui avions peur de nos amis imaginaires. C'est nos espoirs eux-mêmes qui finalement nous font peur. On commence par espérer, puis après on se dit, oulala, c'est quoi les conséquences de cet espoir? Et tout ça est bâti sur de la fiction pour le moment. Donc, qu'est-ce que c'est post-humain? On pourrait se dire, c'est lorsque les personnes elles-mêmes se diraient être autres. On peut partir d'un critère subjectif, un petit peu comme celui qu'on attache à l'authenticité. Est-ce que vous êtes plus vous-même ou moins vous-même avec cette substance? Mais on pourrait aussi s'imaginer faire une expérience de pensée un peu différente où on demanderait à partir de quand est-ce que vous n'avez plus l'impression de faire partie de la même espèce que les autres. Et on voit à ce moment-là à la fois l'espoir et la crainte se dessiner dans cette description. Mais de nouveau, c'est des questions d'étiquetage. Tant qu'on sait de quoi on parle, on peut utiliser l'étiquette qu'on veut, en fait. Juste pour rebondir, en fait,
Quelle serait la différence entre, par exemple, prendre un médicament qui augmenterait la longévité et puis d'améliorer nos connaissances par rapport à l'alimentation qui pourrait finalement avoir le même effet? Alors, il n'y a pas nécessairement une différence. D'ailleurs, dans le monde de la lutte antidopage, il y a eu des controverses extrêmement tendues autour de questions de ce type. Je vous donne un exemple. Il date un petit peu, mais certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer et s'en rappellent peut-être. Si vous faites un entraînement en haute altitude, dans une situation où il y a moins d'oxygène dans l'air, vous allez fabriquer plus de globules rouges, ce qui fait que lorsque vous serez de retour en plaine, vous serez plus performant. C'est l'équivalent environnemental d'une injection d'érythropoïétine, en fait. Hein. L'injection d'érythropoïétine est illégale, mais vous avez le droit d'aller en altitude pour vous entraîner à la montagne et de revenir avec plus de globules rouges en plaine. Il y a des gens qui ont inventé une tente dans laquelle on peut faire baisser le taux d'oxygène pour qu'il soit équivalent au taux de haute altitude et qui ont proposé aux athlètes de dormir sous cette tente afin de ne pas devoir se déplacer pour s'entraîner dans un endroit loin de chez eux, compliqué, etc. Ils avaient tous les avantages dans le confort de chez eux. Et l'Association mondiale contre le dopage a interdit ces tentes en disant « ça, c'est du dopage ». Si vous allez en haute altitude, c'est OK. Si vous dormez dans un milieu avec l'oxygène de la haute altitude, mais en plaine, c'est pas OK. Et il y a eu une sorte de levée de bouclier, une controverse extrêmement tendue, et finalement, ils ont basté, ils ont autorisé ces tentes. Donc la question de où est la limite, hein, à partir de quand est-ce que c'est... Jusqu'à quand est-ce que ça... De nouveau, les gens utilisent le langage de la première question, le langage de qu'est-ce qui est naturel ou pas, même si évidemment rien de tout ça est vraiment naturel, ni l'avion, ni la tente. Eh bien, la question de l'acceptabilité, effectivement, elle a des bords flous. Dans la frontière, il y a des situations sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Mais peut-être qu'une autre question, c'est de combien vous améliorez votre espérance de vie. Si vous prenez une pilule tous les jours ou vous améliorez votre alimentation tous les jours et dans les deux cas, vous vivez 2 ans de plus, ben on va vous dire tant mieux. Même si vous vivez 2 ans de plus alors que vous alliez déjà vivre jusqu'à l'âge de 95 ans, disons que vous ayez de bons gènes, vous vivez jusqu'à 97 ans, tant mieux. Si par contre vous vivez jusqu'à l'âge de 150 ans, alors ça change la donne, que ce soit l'alimentation ou la pilule d'ailleurs, parce que ça va poser tout ce type d'enjeux que l'amélioration radicale peut poser. Ok, très bien, merci. Une question là-haut, oui. Donc déjà, je voulais remercier les 2 oratrices pour votre conférence, c'était vraiment fort intéressant. Vous avez évoqué plusieurs on va dire, domaines distincts. Vous avez parlé par exemple de technologies transhumanistes qui vont pallier à certaines déficiences, notamment la personne Niels, qui est daltonien. Vous avez parlé également de technologies qui améliorent la performance de sportifs. Et lorsqu'on parle voilà, donc on parle de transhumanisme, ça rime finalement avec la technologie. Or, lorsqu'on parle de technologie, on sait que la technologie d'abord nous rend service, ensuite elle nous a servi, et on est obligé de suivre le mouvement. Et vous avez posé à la fin de la conférence quelle priorité voulons-nous avoir, et je dirais plutôt quelle priorité devons-nous avoir, et je pense qu'on devrait se poser la question quelle technologie on veut finalement s'imposer à nous-mêmes. Lorsqu'on aura des technologies qui augmenteront par exemple les performances du cerveau et qu'on sera tous obligés de suivre le mouvement, ça posera problème et peut-être qu'on devrait tous décider, finalement chaque individu devrait avoir son mot à dire là-dessus et qu'on ne devrait pas finalement laisser, par exemple, par des experts, vous avez nommé des comités d'experts ou des leaders religieux qui devraient légiférer sur ces questions. Parce que finalement, par exemple, je donne un exemple personnel, par exemple, moi je ne voulais pas avoir de téléphone, mais finalement, on est obligé d'avoir un téléphone. Et du coup, la question que je voudrais poser, c'est finalement est-ce qu'on ne doit pas légiférer déjà maintenant pour interdire, comme il y a des comités d'éthique pour le dopage qui interdisent certaines pratiques, est-ce qu'on ne devrait pas déjà légiférer pour dire, telle technologie pour augmenter les capacités cognitives doivent déjà être interdites parce que en gros finalement on sera tous obligés de suivre le mouvement en fait. Je suis un petit peu diffus, je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir, mais ouais, c'est une question de normes sociales, finalement. Oui. Tu as beaucoup parlé, tu veux dire quelque chose pour commencer? Je peux commencer, mais ce serait plutôt une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait interdire les avions? Oui ou non?
Excusez-moi, vous avez... Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû interdire les avions? C'est vraiment différent dans le sens où, parce qu'on peut vivre sans prendre l'avion. Par contre, aujourd'hui, je suis obligé de vivre avec un téléphone, d'avoir une connexion Internet. Sinon, je ne peux pas trouver un emploi parce que je ne peux pas être contacté via mon numéro de téléphone. Je ne peux pas être contacté par email. Et donc, je suis obligé de suivre le mouvement de la technologie. Et je me pose la question un jour, si nous ne serons pas, nos enfants peut-être, ou nos petits-enfants ne seront pas obligés d'être augmentés, par exemple, au niveau cognitif, de la même manière qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre avec un téléphone portable. Mais je pense que vous mettez votre doigt justement sur ce glissement de ce qui est acceptable au fur et à mesure des générations. Je peux vous dire, mon grand-père, la raison pour laquelle je vous ai demandé l'avion, c'est que mon grand-père a toujours refusé de monter dans un avion. C'était un engin du diable. Et même pour son travail, il aurait fallu que... Et il n'a pas voulu. Il a refusé, il dit qu'il ne voulait pas vivre comme ça. Et moi, je vois qu'à une génération après, quand on a été élevé depuis relativement petit à prendre l'avion, ça paraît quelque chose de naturel et d'intrinsèque. Et donc, en fait, on a cette acceptation qui est due à la manière dont on a été un peu formaté quand on est élevé. Donc, la période de l'enfance est la période où on absorbe énormément des nouvelles technologies. Mais d'une certaine manière, je pourrais remonter, je pourrais dire, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans une salle chauffée avec des spots, etc. Donc c'est compliqué de savoir s'il faut vraiment interdire ou pas, parce qu'il y a cette tension où on voit qu'on a accepté beaucoup de technologies qui, à un moment, étaient perturbatrices. L'électricité, quand c'est arrivé, c'était très perturbateur, mais je peux remonter même avant avec l'invention du feu. L'invention du feu, ça a sans doute été une controverse absolument incroyable. Vous vous rendez compte, il y avait des bâtiments entiers qui pouvaient tout d'un coup disparaître en un clic parce que la maison prenait le feu. Donc il y a toujours dans les technologies, en fait, du bien et du mauvais. Et il faut vraiment peser la question de quelle société d'abord vous voulez. Est-ce que vous voulez une société où vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres via le téléphone? Et là, c'est vrai qu'on va, du coup, il y a eu un choix de société très global où ça a été accepté, mais ça n'a pas été accepté avec téléphone portable. Ça fait un certain nombre que Graham Bell nous a amené ce genre de technologie. Mais vous posez la question fondamentale de savoir quelles sont les valeurs qu'on veut en tant que société. Et là, il faut penser au niveau collectif, parce qu'il faut interroger chaque individu, mais il faut penser aussi à ce que la collectivité veut. Et il y a certains d'entre nous qui ne seront pas d'accord avec les choix, ça sera sans doute le cas. Savoir comment, après ça, on veut se séparer. Peut-être différentes communautés peuvent avoir différentes valeurs et du coup adopter différentes technologies, et ça arrive déjà. Donc il y a toute cette balance, et votre question est très bien, hein, il faut se poser la question de quelle technologie on veut maintenant. Pour le téléphone, je crois qu'on ne peut plus faire grand-chose, mais pour celles qui sont à venir, on peut encore faire quelque chose. Donc, je vous invite, en effet, à vous manifester et à penser à comment on peut vraiment influer sur ce débat. Il y a un humoriste anglais qui a dit un jour que tout ce qui est inventé avant que vous ayez 20 ans fait juste partie du monde normal. Tout ce qui est inventé entre les moments où vous aviez 20 ans et 35 ans est nouveau et excitant, c'est génial, vous pouvez faire votre carrière dedans. Et tout ce qui est inventé après que vous ayez 40 ans est contre nature. Alors, je ne sais pas s'il avait raison ou tort, mais je pense que c'est une manière simpliste de voir, même s'il y a un grain de vérité dans cette description, c'est une manière simpliste de voir la chose, parce que ça, en fait, ça reflète le biais du statu quo dont je parlais tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire, parce que je trouve que quelque chose est bizarre, que c'est une technologie nécessairement problématique. Mais ce n'est pas parce que je le trouve normal que ça pose aucun problème non plus. C'est une dimension différente, c'est quelque chose de différent. Je trouve que la manière dont vous avez commencé votre question est vraiment excellente. Quelles sont les technologies qui nous servent et quelles sont les technologies qui nous asservissent? Le fait que, parce que tout le monde se sert d'une technologie comme le téléphone, la vie devienne plus compliquée quand on n'en a pas, est-ce que ça suffit pour dire qu'on est asservi? Peut-être pas, mais c'est quand même une bonne question de se demander quelles sont les technologies qui vraiment nous asservissent. Quelles sont celles qui, plutôt que de nous offrir plus de possibilités, comme d'ailleurs le téléphone nous offre, la possibilité de parler à des gens sans devoir se déplacer physiquement chez eux, chose que je continue de pouvoir faire, soit dit en passant, si je veux me déplacer physiquement chez quelqu'un, frapper à la porte et parler directement à la personne sans téléphone,
Rien ne m'en empêche, sauf le fait que c'est beaucoup moins confortable, hein, mais je pourrais le faire. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là une technologie asservissante, mais il y en a, hein, bien sûr. Il y a des technologies asservissantes ou potentiellement asservissantes qui vraiment nous limitent. Et en plus, il y a des usages de technologies potentiellement libératrices qui peuvent être asservissantes. Hein. On peut utiliser une caméra pour créer un contenu imaginatif ou pour surveiller les activités de quelqu'un. C'est le même outil. Donc, c'est important de se poser la question, pas seulement de quelle technologie voulons-nous ou pas, mais quelles utilisations de technologie voulons-nous autoriser ou pas. Hein, j'ai un collègue qui, pour toutes les technologies, sur l'exemple du couteau de cuisine, vous avez le droit d'avoir un couteau de cuisine chez vous, c'est très pratique pour faire la cuisine, mais vous pourriez tuer quelqu'un avec aussi. On ne va pas l'interdire pour cette raison. En revanche, on va vous interdire de tuer la personne avec. Ça, oui. Ok, alors on va prendre encore 2 autres questions, puis après on va clore la soirée. Alors, une question là-haut et puis une question ici. Voilà. Je suis particulièrement surprise que vous nous mélangiez intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque, c'est à l'intérieur de notre organisme, et de ce fait, quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle de cet organisme qui nous appartient, donc qui ne nous appartient plus en fait, et extrinsèque, à savoir un avion, un téléphone. C'est ça le hic du problème. Confondre les deux me dérange énormément. Alors oui, si vous imaginez qu'on peut vous contrôler avec les choses qui sont intérieures à votre corps, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, on ne peut pas vous contrôler avec un stérilet, par exemple, même s'il est à l'intérieur de votre corps. Et imaginez qu'on ne peut pas vous contrôler avec des choses extérieures, alors que manifestement, le pilote pourrait vous conduire tout à fait ailleurs que là où vous aviez dessein d'aller dans l'avion. L'enjeu ici, c'est quel genre de contrôle devons-nous avoir le droit d'avoir sur autrui ou pas. Et effectivement, on a besoin de règles là-dessus, bien sûr. Ça, c'est un abus absolument classique, caractérisé, contre lequel la plupart de nos lois existent. Ouais. Alors, dernière question, monsieur, oui. Vous avez beaucoup parlé de l'humain augmenté, mais qu'en est-il de l'humain qui s'augmente par ses propres moyens, sans béquille technologique ou médicale? On pourrait d'abord dessiner l'image un peu caricaturale de la neuroscientifique qui voit l'être humain comme une machine, un ensemble de circuits neuronaux, de réactions chimiques, de programmation psychique. Mais vous avez déjà donné une passerelle parce que vous avez dit l'autodétermination est importante. Ça veut dire qu'une personne non seulement comprend quelque chose, mais qu'elle fait un choix. Et moi, je voulais citer, comme pour prendre le contre-pied, mais qui n'est pas vraiment un contre-pied à vous, apparemment, de Viktor Frankl. Vous connaissez le père de la logothérapie, qui a souligné l'importance du sens de la vie qu'une personne trouve. Et il a dit, des personnes, par exemple, lui, il avait survécu 4 camps de concentration. Il a dit, malgré des conditions extérieures écrasantes, le fait qu'il a cherché un sens, qu'il a même trouvé, l'a fait survivre comme d'autres. Évidemment, c'était une minorité. Et c'était l'idée, il y a quelque chose dans l'humain, sans technologie, sans médicaments, avec notre conscience et notre autodétermination. Et vous avez peut-être au HUG aussi l'exemple de la mindfulness. Il y a un côté mental et spirituel qui peut aussi augmenter l'humain, et puis l'humain peut s'augmenter soi-même. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous remettez en question justement vous remettez sur le tapis la question de la dualité. La mindfulness, l'autodétermination, le jour où on en connaîtra les bases neurales, c'est-à-dire que je pourrais vous mettre dans un état du cerveau où maintenant vous êtes mindful, sans que vous ayez fait l'effort de, est-ce que vous seriez mindful ou pas, ça sera très difficile à distinguer. Donc en fait, on est dans ce paradigme-là en tant que neuroscientifique. Si vous prenez comme assumption que toutes ces expériences psychiques ont des bases physiologiques, physiques, dans la manière dont vos neurones communiquent les uns avec les autres et dont les réseaux de neurones s'organisent, ce qu'on voit quand on fait de l'imagerie cérébrale ou ce qu'on voit quand on fait de la stimulation cérébrale, hein, on peut maintenant faire des expériences à cerveau ouvert, aller stimuler différentes parties du cortex et puis faire dire aux gens « Ah oui, là je vois une voiture », leur dire « Oh, là j'ai envie d'un croissant »,
« Ah non, là, j'ai plus faim du tout ». Donc, on sait de mieux en mieux où est-ce qu'il faut stimuler pour que les gens donnent un avis sur leur motivation, leurs envies, leurs percepts et éventuellement leur identité. On finira sans doute par y arriver un jour. C'est un pari, mais je serais prête à parier qu'on y arrivera. On pourra avoir un bon dîner dans quelques centaines d'années. Je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais c'est la voie sur laquelle on est. C'est-à-dire que cette satisfaction personnelle que vous cherchez dans l'autodétermination, si j'ai bien compris le sens de votre question, vous la voyez comme étant générée par autre chose que votre réseau neuronal. Pour moi, elle est générée par vos réseaux neuronaux. Il y a peut-être un autre aspect qui est en lien avec un des derniers points que j'ai évoqués, à savoir que dans certains cas, on accorde de la valeur pas seulement au résultat final, mais aux moyens d'y parvenir. Il arrive que ce à quoi on accorde de la valeur soit l'entraînement et l'effort qui fait aboutir au résultat final, davantage que le résultat final lui-même. Et d'ailleurs, parfois, c'est parce que c'est un effort, mais parfois c'est pour d'autres raisons. Je vous donne un exemple issu d'un autre chapitre de l'éthique. Dans les questions de justice distributive, lorsqu'on se demande comment allouer une ressource rare, il y a une stratégie que beaucoup de philosophes aiment beaucoup, mais que tous les médecins détestent, qui est de tirer au sort. Si vous tirez au sort pour, je ne sais pas, la dernière place de soins intensifs, par exemple, eh bien, vous avez des chances égales pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle des personnes qui réfléchissent en théorie sur l'égalité et sur l'égalité des chances ont tendance à aimer cette stratégie. Si vous proposez la stratégie concrètement à des cliniciens, on peut prédire qu'ils vont tous la refuser, mais avec virulence, fortement. Et une des raisons, même si les raisons ne sont pas toujours faciles à expliciter, une des raisons, c'est que là aussi, on a l'impression qu'il y a une valeur qu'on attache. Enfin, ce n'est pas une impression, on accorde une valeur au fait de souffrir à travers une décision difficile, de lui faire justice, de lui rendre honneur, que ce soit difficile fait partie de la nature de la décision. C'est comme si on manquait de vertu si on tire au sort, on s'en tire trop facilement. C'est comme si on faisait comme si une décision extrêmement difficile était en fait facile. Donc dans les situations, on accorde de la valeur au chemin qu'on parcourt pour y arriver. Ça peut être en plus du résultat final ou même à la place du résultat final. Il y a des situations où c'est vraiment le chemin qui nous importe davantage que le résultat final. Eh bien, à ce moment-là, si on vous donne sur un plateau d'argent le résultat final sans le chemin, vous aurez l'impression d'avoir perdu l'essentiel de la raison d'entreprendre cette activité. Et donc là, effectivement, on aura perdu quelque chose. Alors, je remercie nos deux intervenantes pour cette très intéressante discussion et soirée. Et je vous remercie aussi d'être venus si nombreux ce soir. Et donc, je vous rappelle, si vous voulez voir demain une soirée cinéma, vous êtes bienvenus à l'auditorium Arditi. Merci à vous.